L'environnement, le social et la démocratie sont intimement liés. C'est en tout cas la conviction étayée par vous, Tom Bowler. Vous êtes professeur d'économie écologique et co-directeur de l'Institut interfacultaire des transformations socio-écologiques de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, mieux que, oui, et de sa célèbre salle GEFKE que vous ne fréquentez sans doute plus. Du Green Deal à une société de post-croissance, en passant par une transition juste, qu'y a-t-il de concret et d'intéressant derrière des narratifs incompatibles ? C'est le thème qu'on peut dire assez touffu de votre exposé. On présume que la transition écologique vous paraît impossible sans une modification de notre modèle économique. On va vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Quand je disais que vous étiez le régional de l'étape, les coureurs habituellement sont plutôt des grimpeurs au Luxembourg. Ici, on est plutôt dans un sprint vers le lunch. Donc, soyez dense et clair. C'est à vous, Tom Bowler. Oui, merci. Oui, moi Yann, je suis effectivement le régional. J'adore parce que je suis monté et il y a déjà quelqu'un qui a dit qui n'était pas au lycée avec moi, mais je crois que tu étais ici, non, probablement. Ouais. Donc voilà, moi je suis l'économiste aussi d'étape, parce que c'est un peu une espèce de classique comme ça, parce que la faute est à l'économie évidemment. Et là je vous rejoins entièrement. Donc j'ai essayé de vous parler d'économie. J'ai essayé de choisir aussi le titre le plus long et le plus barbant qu'il y a voilà, pour aujourd'hui. Parce que c'est comme ça, c'est le jeu. Donc en gros, ce que j'essaye de vous faire passer, c'est qu'on est dans un moment très très intéressant politiquement et économiquement parlant, surtout en Europe. Donc je vais centrer vraiment sur l'Europe. Voilà, le cahier des charges était ça. Parce qu'on est dans le Green Deal, plein pied, on est dans le Green Deal. Ensuite, je vais essayer de vous montrer que le Green Deal implique qu'on passe vers quelque chose qui aujourd'hui conceptualise plus ou moins sous ce qu'on appelle la transition juste. Donc c'est intégrer des questions de justice à l'intérieur d'une mécanique plutôt économique et industrielle. Et puis je vais argumenter depuis mon petit propre domaine vers quelque chose d'une espèce de déconstruction d'un économisme ambiant qui est extrêmement lié à l'histoire de Green Deal aujourd'hui. Donc le constat, il est simple, il a été fait plusieurs fois, donc je peux passer vite, effectivement. Donc pour vous dire, ok, il est 13h, on a une demi-heure de retard. Je vais essayer de faire ça en 15 minutes, ok, et puis on discutera, je ne sais pas, une autre fois. Ça, c'est le constat, c'est pas très, voilà, tout le monde sait. Les problèmes environnementaux sont en croissance. C'est pas linéaire, c'est exponentiel. Et là, il y a toute une foule de problèmes environnementaux. Il y a les classiques dont on parle aujourd'hui, qui est le changement climatique, là à gauche, en haut. Voilà, mais il n'y a pas que ça. C'est important aussi, je crois, ça c'est un message principal. Le changement climatique, c'est le problème environnemental actuel le plus facile à régler. Okay, c'est celui qui doit vous inquiéter le moins. De loin, c'est le truc, il est plus ou moins réglé. La question, c'est évidemment, quand on a ce graphe-là, on se pose la question pourquoi. Ouais, la question pourquoi, voilà, il y a d'autres graphes qui montrent en fait bizarrement exactement la même courbe. Les deux graphes ensemble sont ce qu'on appelle la grande accélération, ce qui montre ça. En fait, tout va beaucoup plus vite. Vous l'avez peut-être pas réussi à capter, mais ce sont des échelles qui vont à chaque fois de 1750 à plus ou moins aujourd'hui, 2000, 2020, quelque chose comme ça. Et on voit que tout va dans le même sens, tout évolue dans le même sens et tout s'accélère avec le même degré d'importance. Et tout, ça veut dire des problématiques environnementales et puis les composantes, les facteurs explicatifs, les variables économiques, en gros, voire économico-sociaux, parce qu'il y a aussi la population, des choses comme ça. Le défi, pourquoi ça devrait nous inquiéter? Pourquoi ça vous inquiète peut-être? Parce que si vous sacrifiez un samedi pour venir ici, c'est parce qu'on veut éviter ça, non? C'est ça qui vous inquiète. Moi, ça ne m'inquiète pas trop, mais vous, oui. Donc ça c'est l'île de Pâques et on sait exactement, il y a une espèce d'imaginaire, un mythe autour de ça, c'est une civilisation qui s'est éteinte parce qu'elle a surexploité les ressources. Ça ne correspond pas à la vérité, ouais, la vérité scientifique elle est ailleurs, mais c'est pas grave, gardez cette image-là en tête. En fait ce sont les Espagnols qui les ont tués, pour faire simple. C'est pas parce qu'ils étaient dans une espèce de truc comme ça, une espèce de frénésie religieuse et qu'ils devaient construire ces espèces de bazars et
et après il n'y avait plus d'arbres et plus machin. C'est pas du tout ça. C'est la force économique la plus importante du moment qui les a tués, le colonisateur espagnol. Alors là, est-ce que vous pouvez appuyer sur le truc? Donc ça c'est ce que vous connaissez, ce que d'autres ont dit. Donc ça c'est en fait les réductions de CO2 qu'on devrait engranger assez rapidement. Et donc ça c'est des scénarios du GIEC. C'est pas du dernier rapport, mais c'est celui du 5e rapport, du SR15. Et donc vous voyez, on s'approche là c'est la Deuxième Guerre mondiale, on se tue tous, et là on arrive à aujourd'hui. Et ça c'est le défi. Ouais, ça c'est le défi. Si on n'arrive pas à faire ça, on va arriver à une situation qui est plus ou moins identique que ce qui s'est passé sur l'île de Pâques. Et on peut repasser sur le PowerPoint si vous voulez. Voilà. Du coup, quoi? Ok. Si c'est pas ça qu'on veut, c'est qu'on voudrait... Voilà, on est tous conscients qu'il faut changer. Et alors, la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que de mon petit coin de la science, on essaie de comprendre forcément ce qui se passe côté économique. La quasi seule variable que tout le monde comprend vaguement, mal mais quand même, c'est le PIB. Et donc, qu'est-ce que ça donne par rapport au PIB? Donc ici, vous allez voir une courbe, si vous cliquez dessus, qui montre la relation entre le PIB et les émissions de CO2 pour l'Europe. Donc ça, c'est toujours l'Europe. C'est important parce qu'on change de paramètres. On prend le monde, la Belgique ou le Luxembourg, ça va être différent. Là, c'est pour l'Europe. Et donc, la seule chose intéressante, là, c'est que ça correspond vachement. Okay. Les deux vont de pair. Okay, ça, c'est important à retenir. Alors, du coup, est-ce qu'on arrive en fait à faire, comme ça a été dit, est-ce qu'on arrive à faire les deux? Est-ce qu'on arrive à faire de l'imaginaire économique, hein, une société qui est en espèce de croissance économique? Croissance économique, c'est une espèce c'est une façon de dire dans une sorte de bien-être économique, dans une sorte de plaisir collectif, hein, quelque chose comme ça, dans une société bonne. Ouais. C'est ça que notre imaginaire aujourd'hui lie avec croissance économique. En tout cas, la frange politique, elle nous dit plus ou moins ça, quoi. Je vais revenir en arrière. Donc ici, vous voyez, si vous voulez bien cliquer, donc c'est l'Europe par rapport au CO2 et au PIB. Et vous allez vite voir que c'est plus large que l'Europe parce qu'il y a d'autres pays. Donc ça, c'est une évolution historique. On est sur 1700, c'est pour rapport à la grande accélération, 1750 jusqu'à l'aujourd'hui, plus ou moins. Et vous voyez en fait les parcours que font les différents pays. Ouais. Et vous avez en bas, sur l'axe, vous avez une mesure de la richesse collective par pays, par tête. Et puis sur l'autre axe, l'axe vertical, vous avez les émissions de CO2. Et donc là, c'est pas très difficile à comprendre que malgré toutes les trajectoires individuelles, il y a une relation qui est extrêmement linéaire entre PIB et croissance de CO2. Donc voilà. Donc ça c'est les enjeux et rapidement, parce qu'on est tous très intelligents, et vous aussi, parce que vous avez déjà essayé de vous intéresser au sujet, vous savez que la grosse partie, enfin les impacts des CO2 de notre activité économique, que ce soit une activité économique qui est divisée en production, donc ce qu'on produit en Europe, ou de consommation, ce qu'on consomme en Europe, a souvent une autre relation par rapport au PIB. Ouais. Et qu'il y a une partie, effectivement, ce que nous, on produit ici, si vous prenez votre voiture, vous allez émettre du CO2, ça vous appartient. Si vous avez une voiture électrique, il y aura de l'électricité qui a des produits qui va émettre. Ça, c'est la vision de production, la vision de consommation, c'est ce qui vous incombe en tant que consommateur, quoi. L'histoire avec PIB et émissions de CO2, c'est que c'est très difficile de percevoir qu'il puisse y avoir un jour un changement réel qui puisse nous amener dans un monde qui arrive à faire les deux, hein, qui arrive à nous garder sur une trajectoire de croissance de PIB, croissance économique, un monde bon, et maîtriser les croissances de CO2. Donc c'est assez difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir un changement de nature économique quelque part. Donc la solution qui a été mise en avant, et ça c'est celle qui est très de façon virulente, argumentée et fait de façon très intelligente, donc je n'essaie pas de dénigrer les choses, c'est le Green Deal.
Derrière le Green Deal se cache ceci, en fait, ce qui s'appelle la courbe environnementale de Kuznets. Kuznets a été plus ou moins l'inventeur du PIB, donc il savait plus ou moins de quoi il parlait. C'était dans l'entre-deux guerres mondiales, 1930, 35, quelque chose comme ça. Il n'a pas du tout travaillé sur la question environnementale, mais sur la question sociale. Et en fait, il a passé une grosse partie de sa vie d'économiste à essayer de comprendre quelle est la relation entre croissance de PIB ou activité économique et résolution des problèmes sociaux, pauvreté, inégalité, et ainsi de suite, quoi. Et il a plus ou moins stylisé quelque chose comme ça. Après, on a reporté ses conceptualisations sur la question environnementale, et il a plus ou moins conceptualisé quelque chose de cet ordre-là, à savoir qu'il y a une évolution qui serait absolument heureuse et qui montre que plus vous faites de la richesse, plus vous faites de la croissance économique, plus vous devenez riche en tant que pays, en tant qu'Europe, plus vous arrivez à une situation de maîtrise des impacts environnementaux. Donc plus vous allez ici, dans le temps, sur la courbe du développement économique, c'est ce qui se passe, on est clairement sur cette courbe-là, vous passez à travers différentes étapes. Votre économie, d'abord, elle est extrêmement extractive, ensuite elle est manufacturière, ça c'est les Chinois aujourd'hui, et puis après elle est post-industrielle, ça c'est nous, et le Luxembourg est le champion du post-industriel très clairement. Donc pendant cette espèce ces trois phases, on passe à travers différents aussi faisceaux d'émissions d'impacts environnementaux et aussi d'émissions de gaz à effet de serre. Et la promesse du Green Deal, c'est qu'on arrive là. C'est qu'on arrive à être riche, heureux et en même temps sans émissions et sans impacts environnementaux. Et qu'en fait, on peut réaliser ça. Le Green Deal, l'objectif, c'est de faire du net zéro. Net zéro. Le zéro se trouve ici sur la courbe. C'est un zéro qui est là. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé sur la courbe de Kuznets, mais c'est totalement utopique, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé depuis que l'humanité existe, et depuis que l'humanité fait de l'activité économique. Donc, ça n'a pas existé depuis l'existence des arbres et des choses comme ça, mais depuis que nous faisons quelque chose, ça n'a pas existé. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des courbes comme ceci. Et ça, c'est la raison pourquoi moi, je ne suis pas du tout inquiet pour les questions environnementales, de changement climatique, c'est qu'il y a des courbes comme ceci. Alors, si vous êtes un petit peu bienveillant, vous allez constater que sur ces courbes-là, on voit quelque chose qui ressemble à cette courbe-là. Donc, c'est des courbes qui représentent, je ne vais pas prendre la Belgique parce que c'est un cas un peu à part, c'est des courbes qui représentent, elle est où l'Europe? Là. Ici, en vert turquoise, c'est la croissance économique, le PIB. Et puis ici, vous avez les émissions de CO2. Alors il y a deux courbes, parce qu'il y a une courbe qui représente les émissions de CO2 dans une perspective de production. Donc qu'est-ce qui est émis en Europe comme émission de CO2. Et puis il y a une courbe en rouge, qui est la courbe qui est dans une perspective de consommation. Donc qui représente en fait les émissions que font les Chinois pour les produits que nous consommons. Okay, tout ceci, tous les objets là que je tiens, c'est des objets chinois, mais nous sommes en train de les utiliser, donc en train de les consommer, donc quelque part c'est aussi nos émissions. Et alors la bonne nouvelle, c'est que le Green Deal est en train de se réaliser. Depuis très récemment, depuis une dizaine d'années ou un truc comme ça, on arrive en fait à engranger quelque chose qui s'appelle du découplage absolu. On arrive à faire des points de PIB supplémentaires tout en réduisant de façon absolue, donc pas de façon relative mais de façon absolue, les émissions. Ce qui est génial. Okay, le changement climatique, d'un point de vue émission, est réglé en Europe. C'est ça qui nous dit en fait le graphe. On est dans une phase. Alors, on a vu, il y a beaucoup de concentration qui est encore là, donc on va subir des effets encore pendant 1000 ans. Et c'est là où ça doit commencer à vous faire peur. C'est pas la trajectoire ou l'impossibilité ou la possibilité de faire du découplage absolu, donc de coupler de façon bénéfique activité économique et émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est beaucoup plus effrayant, c'est que pour faire ça, pour arriver à faire ça, on doit être vachement égoïste. Parce que le changement climatique, lui, il ne va pas disparaître. Qui a été cette année en vacances? Une fois. Allez, hop, hop. Hop, hop. Ok. Vous faites de loin partie
du 1% ou 5% les plus riches du monde. Simplement à cause de ça. Vous faites partie du problème, pas de la solution. Ok ? D'un point de vue collectif, c'est ça, vous êtes le problème. D'un point de vue individuel, et c'est ça qui est important comme changement de perspective, d'un point de vue intellectuel, vous pouvez vous en foutre. Les impacts des changements climatiques ne vont pas vous toucher. Vous allez pouvoir vous prémunir parce que vous avez les moyens, parce que vous êtes les privilégiés, parce que vous êtes les riches. Vous n'allez absolument pas sentir les impacts. Alors ça va venir plus chaud, oui, mais bon. Dans 10 ans, et je peux vous le promettre, dans 10 ans, on aura tous du conditionnement d'air à la maison. Ce sera le standard. L'air conditionné. Vous l'avez déjà tous, je vois qu'il y a des têtes grises ici, vous l'avez tous dans la voiture, tous. Avec nos premières voitures, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui monte dans la voiture sans que l'air conditionné soit allumé, même quand il fait 12 degrés dehors. Demain, ça va être pareil ici, dans les maisons. On est en fait les privilégiés, du coup, ça ne va pas nous toucher. Alors, pourquoi c'est une excellente nouvelle, évidemment? Parce qu'on est dans le Green Deal, parce que c'est génial. En même temps, vous sentez que voilà, ça cache quand même toute une série de problèmes, et ça cache notamment des problèmes, en fait, de mondialisation de la trajectoire. Vous le sentez, ça c'est la trajectoire des privilégiés, ce n'est pas la trajectoire globale. Donc l'Europe s'en sortira relativement bien, mais elle sera évidemment aussi dépendante des impacts qui vont être générés par le reste des citoyens du monde. Et puis, ce qui, moi, me fait beaucoup plus peur, ça c'est on n'arrivera jamais à produire une sorte de Green Deal sur l'ensemble des problématiques environnementales qui nous concernent. Parce que les changements climatiques, les émissions de gaz à effet comme ça a été dit par Valérie, on connaît. On connaît depuis 200 ans, on sait les mesurer, on sait les effets, on connaît la physique et la chimie qui est derrière. Pour la biodiversité, les copains biologistes, ils ne sont même pas d'accord de l'indicateur qu'il faut mettre en avant pour mesurer la biodiversité. Okay ? Donc le problème est vachement différent. Et puis il y a un problème surtout qui, moi, me concerne, qui vous devrez aussi vous concerner, ça c'est la question des justices. Parce que quand vous êtes dans une situation de privilégié, historique, et aussi prospectivement pour le futur, les questions de justice ne vont pas disparaître. Alors on est bizarrement dans un pays qui est relativement habile à fermer les yeux devant les questions de justice. Ouais. Et devant la question de prendre ses responsabilités. Vous le savez tout aussi bien que moi. Donc les questions de justice, dans la littérature, se distinguent, voilà, il y a une certaine façon de concevoir la justice. En gros, il y a 5 vecteurs ou quelque chose comme ça d'injustice. La plus évidente, c'est ce que se pratique dans nos économies sociales, dans l'État social, au Luxembourg, en Belgique, en Europe d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle l'économie, enfin les justices distributives. Quelqu'un a des problèmes, quelqu'un est en pauvreté, quelqu'un a perdu son emploi, quelqu'un a je ne sais pas quoi. Il vit une mésaventure, qu'elle soit structurelle ou conjoncturelle. Collectivement, on met de l'argent de côté pour redistribuer une partie de notre butin collectif pour aider cette personne-là à s'en sortir. Ouais, on redistribue les moyens, on redistribue quelque part notre richesse. Ce n'est qu'une justice qui est importante. Plus importante aujourd'hui, et ça c'est quelque chose sur lequel les Fridays for Future et autres travaillent beaucoup, c'est de repenser la justice procédurale. C'est la façon dont sont prises aujourd'hui les décisions pour préparer le monde de demain. Le Green Deal, il montre des résultats intéressants. C'est une décision, une politique qui a été prise en quasi-exclusion de la société civile. C'est en gros une politique qui a été mise sur table par la Commission européenne en accord avec les forces vives industrielles, économiques et commerciales européennes et, pour les mauvaises langues, allemandes. Ça, il faut changer. Si demain on veut que le monde ressemble à autre chose, il faut qu'on soit collectivement aussi beaucoup plus présent dans la prise de décision. Ça ne va pas être simple. Il y a des gens qui ont essayé d'analyser ça, parce que évidemment, si vous étiez les privilégiés qui allaient prendre les décisions, vous avez tout intérêt à bloquer.
Et les forces vives économiques ont les moyens de bloquer et de se mettre à travers de toute une série de choses qui nous semblent naturelles. Donc il faut prendre le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. Vous pouvez faire ça de façon gentille, en allant voter. Vous pouvez le faire de façon gentille, comme Fridays for Future. Ça fait du mal à personne. Vous pouvez aussi commencer à le faire de façon beaucoup plus virulente. Et il y a toute une partie de la société qui aujourd'hui est pas juste dans la manifestation, mais qui est vraiment dans l'agression. Alors, ça, c'est que deux facettes de justice. Il y a une justice qui est aussi extrêmement intéressante quand on parle de la question environnementale. C'est la justice qui, quelque part, dans une certaine littérature, s'appelle la justice cosmopolitaine. Parce que là, on parle que de la perspective des humains. Or, nous ne sommes qu'une espèce parmi plein d'espèces sur le monde, et le monde du vivant est beaucoup plus large que nous. Et pour ceux qui ont un peu de fibre écologique, on comprend très bien que l'avenir doit aussi nous repositionner, on doit se repositionner par rapport à cette présence, cette activité que nous avons au sein du monde du vivant. Donc il y a tout un enjeu de comment demain faire voter des asticots, des vaches, des plantes et ainsi de suite. Parce que les générations futures dépendent du monde du vivant. Et du coup, il faut inclure les mondes vivants dans la façon de prendre les décisions. On a ici un Suisse qui vient de l'école de Dominique Bourg. Dominique Bourg est un philosophe franco-suisse qui a énormément écrit sur réformer les institutions démocratiques et pour y inclure les acteurs du futur. Donc les arbres, les vaches, mais aussi les enfants qui ne sont pas encore nés et ainsi de suite. Parce que quand on pense 1000 ans, nous tous ici, on sera morts depuis très longtemps. Et donc il faut faire représenter à l'intérieur de notre système de prise de décision en fait, d'autres acteurs. Alors il y a une justice restaurative, je vais passer ça pour sauver un peu de temps, parce qu'en fait derrière la question de justice, derrière ces concepts de question de justice se cache dans le cas de la transition juste, donc de comment organiser la transition de l'aujourd'hui au zéro net ou à quelque chose de cet ordre-là, se pose la question de où sont les injustices en fait. Alors on a des injustices qui sont évidentes. On a des injustices qui sont de l'ordre de ceci. C'est qu'on a des responsabilités différenciées en termes de causeurs du problème. En Europe, en gros, comme je vous ai dit, on est le problème, donc on est plutôt du mauvais côté de la balance. Il y a aussi une distribution inégale en termes de qualité environnementale. Ça c'est évident, je ne sais pas combien d'entre vous ont une villa 4 façades comme mes parents, ils vivent dans l'opulence écologique, c'est très agréable chez eux, donc ils sont du côté bien. Moi je vis à Bruxelles, à 2 km de chez moi il y a un trou, en gros il y a un trou dans la topographie de la ville, c'est le bas de Bruxelles, Molenbeek, c'est là où vous pouvez acheter les Kalachnikov pas cher. C'est aussi, et c'est pas du tout une coïncidence, c'est aussi la partie de la ville qui est le plus impactée en termes de pollution atmosphérique urbaine. La qualité environnementale que subissent ces personnes-là, qui est essentiellement générée par le haut de la ville, parce que les possesseurs de voitures sont dans le haut de la ville, et à Bruxelles, vous pouvez très bien le voir avec vos propres yeux, le haut de la ville pollue l'espace de vie du bas de la ville. Et ça, on a d'une façon générique sur l'ensemble du territoire européen. Là où les gens sont plutôt pauvres, ils vont plutôt être impactés négativement par les questions environnementales. Là où c'est plutôt aisé, tout est bien. Alors c'est pas tout à fait vrai, si j'aurais 3 minutes, je vous... Ouais, peu importe, peut-être après. Alors, il y a une participation inégale aux décisions, ça on a déjà un tout petit peu parlé. Il y a aussi les impacts en fait, qui sont générés par les politiques environnementales ne sont pas distribués de façon égale. Ouais, ça a été un peu dit là comme ça. Aujourd'hui, le truc auquel on pense tous et auquel ils sont, j'imagine aussi, en train de vaguement discuter à Zanningen quand ils sont en train de tracter leur accord de gouvernement, c'est une taxe de CO2. Ouais, l'Europe a décidé que demain, tout le monde aura une taxe de CO2 en Europe. Le truc avec la taxe de CO2, c'est les gilets jaunes. Ouais, c'est que ça va impacter de façon inégale les différentes couches de la population. Le problème supplémentaire, c'est que ça va impacter de façon différenciée les différentes populations des différents pays de l'Europe. Donc c'est très compliqué. C'est une addition, une formule qui est vraiment très difficile à résoudre. Mais néanmoins, on sait. Ouais,
taxation, la fiscalité, on sait exactement comment ça fonctionne et on peut à peu près produire une taxation, une fiscalité qui n'est pas trop régressive. Et puis, on a les compensations, donc ça c'est lié aussi à la question de la taxe de CO2 et d'autres politiques environnementales. Quand quelque chose se passe mal, on a envie d'être en mesure de compenser les gens qui sont impactés négativement. Ouais, serait-ce que le bas de Bruxelles, Molenbeek, est impacté négativement par les politiques environnementales ou par la pollution atmosphérique ou par ceci ou par cela, on veut être en mesure et on doit être en mesure de pouvoir les compenser. Alors la compensation, c'est souvent, comme en Belgique, entre le nord et le sud, c'est avec l'argent. Ouais. Si quelqu'un en pâtit de quelque chose, vous imaginez de le compenser de façon pécuniaire. Alors on sait tous que j'ai bien que vous avez ri, c'est extrêmement cynique. Ouais. Quand vous vivez dans le bas de Molenbeek ou à Paris, où demain il fera 50 degrés sous les toits de zinc, si on vous dit en bout de l'année, ouais, sorry, on va te donner 120 € pour te compenser pour ça, c'est pas très amusant. Et on enclenche toute une discussion sur, ok, quelle est la valeur de la vie humaine, et comme ça, des discussions qui sont très vieilles. Alors, une des approches pour s'en sortir de cette espèce de problématique des injustices et des impacts et ainsi de suite, et je vais finir avec ça, c'est d'essayer de construire en fait une discussion, un débat plus large qui souvent c'est sortir des tiroirs, des débats qu'on a déjà eu plusieurs fois et qu'on a l'impression qu'ils ne nous quittent jamais et qui sont absolument pas clos et donc c'est extrêmement ennuyant de les avoir à nouveau. Mais il y a des choses qui, dans notre façon de concevoir le monde, la façon dont notre monde tourne, nous semblent intrinsèquement faux et il faut absolument attaquer ces chantiers. Parce que si on n'attaque pas ces chantiers-là, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a un certain lien entre croissance PIB, croissance économique, activité économique et impacts environnementaux. On peut en maîtriser certains, comme les émissions de CO2. On a déjà du mal à maîtriser les questions de justice qui sont attachées de ça. Et on aura encore beaucoup plus de mal à gérer les questions identiques sur d'autres faisceaux de problématiques environnementales. Hein, biodiversité, les cycles et ainsi de suite. Donc il faut sortir du tiroir. Et je crois que les journées comme aujourd'hui sont un peu le signe aussi de ça. De se poser des questions sur c'est quoi une vie bonne? Est-ce qu'une vie bonne, ça veut dire être dans des situations comme ici, où on a l'impression de devoir faire, je sais pas, c'est quoi le PIB du Luxembourg actuellement? En euros, oui. Est-ce qu'on a besoin de faire ça pour que collectivement on mène une vie bonne? Est-ce que individuellement on a besoin d'avoir un certain niveau de richesse pour mener une vie bonne? On a tous la réponse à ça. On sait tous que ce n'est pas suffisant d'être aisé pour mener une vie bonne, que ce soit collectivement ou individuellement. Donc il faut se reposer cette question-là. Est-ce que le projet européen est un projet qui est surtout et uniquement économique? L'entièreté des acteurs économiques, des acteurs politiques vont vous dire mais non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. On fait ça pour plein de choses, mais pas pour l'activité économique. Ça reste surtout un projet économique. Pareil par rapport à l'emploi. Ça veut dire quoi un emploi qu'on a envie d'avoir? Ça c'est une question, donc moi j'ai 23 ans, quelque chose comme ça, donc tous mes copains travaillent. C'est une question qui est très brûlante dans les couloirs au bureau. C'est quoi une vie bonne au niveau individuel en termes de ce qu'on appelle aujourd'hui la work-life balance et ainsi de suite. Il y a des questions aussi de comment reconcevoir l'État-providence. Donc on a la chance en Europe d'avoir 70 années, quelque chose comme ça, d'État-providence dans notre dos. Et c'est extrêmement agréable, ça enlève beaucoup de peur à chacun d'entre nous. Demain, on va devoir élargir l'État-providence vers les problématiques environnementales, et en particulier vers le changement climatique. Donc demain, l'État-providence va devoir intégrer les questions de vulnérabilité climatique. Parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont en anxiété psychologique par rapport à ça. Et qu'on doit s'assurer à ce que l'État ait une réponse à la hauteur d'une réponse étatique européenne par rapport à ces questions-là. Et il y a toute une série d'autres débats qu'il faut sortir du tiroir. Alors ce qui est bien, c'est que bizarrement l'Europe avance là-dessus aussi. Alors l'Europe, j'ai dit, est un projet économique beaucoup, mais il y a des forces vives quelque part, parfois un peu cachées. Parfois, ce n'est pas ceux qui décident, mais quand même. Et donc, depuis une dizaine d'années, il y a des débats qui se mènent ouvertement,
les discussions qui se mènent ouvertement dans les institutions européennes. La dernière en date, c'est ceci. Ça a rassemblé 3 000, 4 000 personnes au Parlement européen, donc en face de chez moi. Et on a ouvertement discuté de qu'est-ce qui se passe après la croissance. Et Ursula a donné son speech par rapport à ça, et ainsi de suite. Donc c'est une discussion qu'on peut avoir. Et il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas un truc, c'est pas une discussion de café, c'est vraiment une discussion institutionnelle qu'on peut mener. Et ça, c'est aussi chouette. Heureusement, on est dans une partie du monde où on peut commencer à générer ce genre de choses, quoi. Voilà, je vais finir là. Merci beaucoup, Tom Bowler. C'était absolument passionnant. On a compris que vous habitiez dans la ville haute, alors, en face du Parlement, et pas dans la ville basse. Le mot décroissance, on ne peut pas citer aujourd'hui. C'est une insulte, c'est une erreur de communication. Non. Mais alors, au Parlement européen, on a eu une grosse discussion avec les MEP organisateurs, et eux, ils ont choisi que, non. Voilà. Donc, ne parlons pas de décroissance. Ceci dit, la majorité des gens qui étaient mis sur l'estrade étaient des gens qui étaient en fait des décroissantistes. Donc la réponse est aussi oui. Mais en filigrane, elle est oui, mais frontalement, elle est non. En même temps. Ouais. La question, je crois, par rapport à la décroissance, est assez simple. Il faut voir ça, et ça c'est un peu l'idée de mon titre aussi, donc si vous rejetez un coup d'œil là-dessus, c'est qu'on passe aujourd'hui d'un projet collectif qui se définit comme étant le Green Deal. On doit faire absolument attention aux questions de justice. Ça fait la transition juste, donc la trajectoire, elle doit absolument être juste, sinon on va trop perdre de gens, et beaucoup de gens disent qu'il n'y aura pas de transition. Si on perd des parties entières de la population, il n'y aura pas de transition, donc on peut tout de suite arrêter. L'objectif, c'est d'arriver à un monde post-croissance. Et je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus partagé aussi dans la société, que l'activité économique, l'économie, c'est pas ça qui peut faire projet de société pour les prochaines 100 années. Ça a fait notre projet collectif à cause de la révolution industrielle sur les dernières 150 années. Ok, pour les prochaines 150 années, on a envie de faire autre chose. On ne sait pas ce que c'est, mais ça va être post-croissance, ça va être post-économisme, ça va être autre chose qu'économique. Et peut-être pour arriver à cet autre monde post-économique, il faut déconstruire un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'économique. Il faut peut-être déconstruire les multinationales. Il faut peut-être déconstruire l'industrie agroalimentaire. Il faut peut-être déconstruire l'industrie de l'aviation qui ne paye pas d'impôts. Il faut peut-être et là, la discussion commence. Il faut commencer à avoir une discussion collective sur qu'est-ce qu'il faut déconstruire.